Édition spéciale, ils vivent dans des caravanes sur des petites collines qu'ils considèrent comme la terre de leurs ancêtres. Légal ou illégal, pour eux, il s'agit de leur maison. L'implantation d'Amona est en train d'être évacuée, des images fortes. Plusieurs milliers de personnes, des images qui rappellent des scènes déjà vécues. En Israël, on en parle dans quelques instants. Dans le reste de l'actualité, 3 à 5 années de prison requis pour le soldat Elor Azaria. Au terme des débats qui se sont tenus hier au tribunal militaire du quartier général de la Défense de Tel Aviv, les juges ont requis 3 à 5 ans de détention contre le militaire de Tsahal, accusé d'avoir abattu un terroriste palestinien après une attaque perpétrée dans la ville de Hébron. Et affaire Pénélope Fillon, après les révélations du canard enchaîné, l'épouse de François Fillon a déclaré, d'après une information transmise par BFM TV, ne pas se souvenir avoir signé ses contrats de travail. Une perquisition dans l'enceinte de l'Assemblée nationale a eu lieu hier. D'après le Parisien, les enquêteurs pensent que Pénélope Fillon n'a jamais obtenu de badge et d'adresse électronique spécifique de 1998 à 2007, soit la période pendant laquelle elle aurait été l'assistante parlementaire de son mari. Et Marine Le Pen renonce à soutenir le retour à la peine capitale. La présidente du Front National a annoncé ne plus vouloir inclure dans son programme présidentiel le rétablissement de la peine de mort dans le droit français. Elle pourrait laisser les Français s'exprimer sur cette question via un référendum d'initiative populaire. Et le 9e siège vacant de la Cour suprême américaine confié à un juge conservateur, c'est Neil Gorsuch, 49 ans, qui a été choisi par le président des États-Unis, Donald Trump. Un choix important pour l'évolution de la société américaine. On va revenir tout de suite sur cette matinée de tension à Amona avec Julia Ganancia. Il lance des pierres en direction des forces de l'ordre. À l'aube, les partisans d'Amona sont prêts à en découdre. Je suis venu d'Afula parce qu'il y a un crime qui est en train d'être commis. Il y a des milliers de maisons qui ne sont pas légales en Israël et on veut détruire ce village juste parce que c'est un village juif, parce que des juifs vivent ici. Ceux qui jettent des pierres, ce sont des enfants. Certains vivent ici et ils ressentent ce crime quand je leur dis qu'il ne faut pas jeter des pierres. Ils crient parce qu'ils sont révoltés. On a essayé de leur expliquer qu'il ne faut pas se comporter comme ça, mais c'est des enfants qui voient ce qui se passe et qui crient, rien de plus. En contrebas de l'implantation juive, 3000 policiers et forces de l'ordre bouclent les routes d'accès pour filtrer les entrées et éviter que les opposants à l'évacuation ne se rendent sur place en grand nombre. Mais beaucoup sont venus à pied. Le sentiment général est amer. J'ai passé la nuit ici et tout le monde se sent amer. Personne ici n'est heureux de la situation. Regardez autour de vous, nous sommes entourés d'épines et de pierres. Personne n'a jamais été dépouillé de sa terre ici. Tout le monde sait que c'est fallacieux et erroné. C'est un complot et malheureusement ils vont déraciner une communauté juive du Grand Israël sans aucune raison. Ça fait beaucoup de mal. À Amona, ce sont 42 familles vivant dans des conditions précaires à quelques encablures de Ramallah. Tous sont venus s'installer sur cette petite colline déserte par idéologie, diront certains. Eux préfèrent parler d'idéalisme. Ils considèrent ces collines bibliques comme la terre de leurs ancêtres. L'implantation est considérée par le gouvernement israélien comme non légale, car ces terres sont revendiquées par des propriétaires privés palestiniens. Un argument balayé par les partisans de l'implantation juive, qui avancent leur argument. Pour une partie de la communauté internationale, la vieille ville de Jérusalem est elle-même considérée comme une implantation illégale. Mais leur argument n'a pas été retenu par la Cour suprême qui a ordonné depuis plusieurs mois déjà l'évacuation et la destruction de cette petite localité juive. Une situation qui rappelle à certains celle de 2005, lors du désengagement de Gaza. En fait, ce matin me renvoie tout droit au jour de désengagement de la bande de Gaza. Ces jours-là, ces photos, ces images folles de soldats et de policiers qui évacuent leurs frères et sœurs. J'espère qu'aujourd'hui, ça se terminera sans violence. Il faut appeler les gens à agir avec patience. Nous devons nous rappeler que nous sommes frères et sœurs. En vertu de l'accord trouvé récemment, 24 des 42 familles d'Amona devraient être déplacées vers un terrain adjacent. Les autres s'établiront dans l'implantation voisine d'Ofra. Une implantation légale selon le droit israélien, mais totalement illégale pour une partie de la communauté internationale. Maurice Fergan, où en est-on dans cette évacuation ? Écoutez, c'est assez difficile de comprendre. Depuis ce matin, 10 heures, il était évident que les forces de sécurité allaient intervenir. Au début, il y a eu les services de police ont bouclé toutes les routes menant à l'implantation d'Amona de manière à empêcher de manifestants supplémentaires de se rendre sur les lieux. Ensuite, l'armée et la police ont cerné ce secteur avec un double cercle et des forces de police énormes sont venues s'installer aux alentours d'Amona. On compte à peu près
près de 3000 hommes de police qui sont chargés de pénétrer. Alors c'est long. Comment vous expliquez 3000 policiers pour 300 habitants à évacuer et surtout beaucoup d'attentes ce matin? Un millier aussi de jeunes manifestants qui sont sur les lieux, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que cette longue colonne de policiers a dû se mettre en place, a commencé à se diriger vers l'implantation d'Amona. Là, on a attendu des heures, on ne comprenait pas. Certains ont évoqué la possibilité que peut-être que le gouvernement attendait la décision du juge Djoubran de la Haute Cour de justice concernant l'accord d'évacuation pacifique ou pas. Or, cette décision n'arrive pas. Les policiers continuent à progresser vers la localité et maintenant on en est au point où les forces de la colonne de policiers s'est scindée en deux. Une est pour prendre en entaille l'implantation de manière à cerner tous ces jeunes qui vont tenter de s'opposer par la force ou la non-violence à l'évacuation. On n'en est pas du tout encore à l'évacuation des familles dans leur maison directe. Ça, nous n'y sommes pas encore, on en est très loin. Par contre, le problème, le gros problème, ça va être l'évacuation de la synagogue d'Amona. Oui, parce qu'il y a des jeunes qui sont enfermés dans cette synagogue. Ça va être plus difficile à évacuer. Il y a des centaines de jeunes qui se sont barricadés à l'intérieur de la synagogue. Et là, pour les faire sortir, ça va être très chaud. Et il faut savoir encore une dernière chose, Valérie, les forces de police n'agiront pas après 17h, 18h, parce qu'il va faire nuit et il fera très froid. Et donc, il faut que les choses se déroulent dans les 2 heures qui restent. En tout cas, on a vu sur notre direct qu'il y avait plusieurs sortes de couleurs de policiers. Vous avez des bleus, vous avez des kakis, on les voit actuellement à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont différentes forces spéciales? Écoutez, avant de parler des différences de couleurs qui ne sont pas très claires pour nous, vous avez remarqué que ces policiers portent tous une casquette avec un énorme drapeau israélien sur la casquette et sur la poitrine. Ils ont tous aussi collé un énorme drapeau israélien. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont mandatés que par ces l'État forces d'Israël? de l'ordre sont mandatées par l'État d'Israël. Il ne s'agit pas d'un gouvernement du Likoud ou de gauche ou du parti Intel. C'est l'État de droit qui agit et fait respecter la loi. C'est ça que ça veut dire, et que les jeunes qui ont l'intention de s'opposer à ces policiers s'opposent en fait à l'État. Deuxième chose, effectivement, il y a des différences de couleurs. On voit certains policiers habillés en bleu foncé, certains d'autres en bleu clair, comme ça, et d'autres en jaune. Et je ne sais pas très bien, je n'ai pas encore réussi à comprendre au vu des images de quoi il s'agit, mais il faut savoir que chaque couleur a une fonction dans le déroulement de l'évacuation. Peut-être que les gens en jaune ont pour objet d'assurer l'évacuation des familles, doivent rentrer dans les familles, sortir les affaires de ces gens-là. Peut-être que les bleus, eux, doivent éviter toute opposition autour des maisons. On ne sait pas. La police n'a pas publié sa stratégie et ses plans, mais c'est évident que chaque chose est mesurée et faite avec une idée derrière la tête, et que chaque maison est déjà pointée. On sait exactement quelle unité va se présenter devant quelle maison. Jonathan. On a parlé d'éviter la violence. Il faut savoir que les forces de sécurité ont été accueillies à coups de jets de pierre. Il faut aussi signaler que les habitants d'Amona ont été renforcés par l'arrivée d'autres populations venues des localités avoisinantes. Et la radio militaire de Tsahal signale à l'instant de violents affrontements entre les jeunes d'Amona et les soldats de Tsahal. On dénombre à peu près entre 7 et 10 blessés à l'heure actuelle. Je voudrais juste rajouter une chose qui est aussi très importante. Vous l'avez vu, il y a parmi ces forces de l'ordre beaucoup de femmes. C'est-à-dire que l'évacuation va se passer de cette façon que les familles seront évacuées de leur maison, les femmes et les enfants par les femmes et les hommes par des policiers. Il n'est pas question de faire sortir une femme de sa maison par 5 costauds bien musclés. Non, ce sont des femmes qui procéderont à l'évacuation des femmes et les policiers hommes qui procéderont à l'évacuation des hommes et surtout au déroulement dans le bon ordre. En tout cas, sur les images de direct, on n'a pas vu de bus, on n'a pas vu de tracteur, puisque le terrain va être rasé. Ils sont où, ces bus et ces tracteurs? Les bus sont déjà, à mon avis, sur place un peu plus loin, à quelques kilomètres. La police doit d'abord surtout régler le problème de ces manifestants qui sont venus
faire état de leur, disons, mauvaise humeur, c'est un euphémisme, mais veulent s'opposer pacifiquement, ça serait la meilleure des choses, ou s'opposer violemment, ça serait la pire des choses, à l'évacuation. Une fois que cette question sera réglée, il faudra dégager la rue centrale, l'allée centrale de l'implantation d'Amona, pour pouvoir effectivement faire venir les bus de manière à y installer les familles qui seront évacuées un peu plus loin dans la localité d'Ofra. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'il y a eu des débats à l'intérieur même de la localité d'Amona sur le type de réaction à adopter face aux forces de sécurité. Et ces débats ont un peu retardé aussi la prise de décision du gouvernement. Il fallait avant que les habitants d'Amona se mettent d'accord déjà entre eux sur le type de réaction adoptée lors de l'arrivée des forces de sécurité. J'aimerais quand même qu'on dise un mot sur Benyamin Netanyahou, qui a fait absolument aucune déclaration ce matin. Il est resté très silencieux. Pourtant, il avait promis à ses habitants d'Amona qu'ils ne seraient pas évacués. Qu'en est-il de cette promesse, messieurs ? Oui, Benyamin Netanyahou l'a répété plusieurs fois en 2010 et en 2013. En novembre 2013, il avait déclaré, je cite, ceci: « Le temps des bulldozers et des pelleteuses mobilisés pour détruire et évacuer les maisons des Juifs de Judée-Samarie est dépassé. Je ne ferai aucune concession. Nous renforcerons notre présence au-delà de la ligne verte. Dans les 4 années qui suivent, je n'opérerai aucune évacuation de localités juives situées donc en Judée-Samarie. » C'était en 2013, ça fait exactement 4 ans, un peu moins. Aujourd'hui, il faut le dire, Valérie, Benyamin Netanyahou est donc revenu sur cette promesse, car le Premier ministre est aujourd'hui pressé par son aile droite, on l'a entendu, qui entendent faire passer cette loi de régularisation. Et l'erreur, entre guillemets, commise par le gouvernement et le Premier ministre a été d'inclure Amona dans un premier temps dans le texte de loi. Et le gouvernement a effectué une sorte de rétropédalage et a retiré cette mention d'Amona, mais les choses étaient déjà enclenchées. Justement, je propose d'écouter Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense. Il s'exprime sur cette évacuation d'Amona. Écoutez. Ce matin, nous ne pouvons pas ignorer l'expulsion d'Amona. Mes sentiments vont vers les familles évacuées. C'est tout à fait naturel d'avoir de la compassion et de faire preuve de compréhension face à leurs protestations. Dans un État démocratique, c'est leur droit de protester et j'espère que tout cela se fera dans un cadre légal. Maurice Fergon et la gauche israélienne dans tout ça, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire pour eux? C'est quand même eux qui avaient incité les Palestiniens à porter plainte devant la justice pour expropriation. Pour certaines organisations humanitaires de gauche comme Shalom Achav ou l'organisation Yesh-Din qui veulent absolument que justice soit faite à certains Palestiniens, qui ont même poussé un peu derrière cette plainte en justice qui a amené à l'évacuation de l'implantation d'Amona. Mais même dans ces milieux-là, figurez-vous, Valérie, j'ai regardé depuis ce matin, on ne trouve aucune expression de joie, simplement une espèce de soulagement que enfin justice soit faite et que l'État d'Israël respecte les lois et la justice. Ça, c'est la première chose. Maintenant, à gauche, disons le Parti travailliste avec Herzog à sa tête, là encore, on n'entend rien. Il n'y a pas de réaction politique à cette évacuation. Tout le monde se garde bien de donner son point de vue pour l'heure, parce que pour l'heure, ce qui fait mal, c'est que des Juifs soient évacués de leur maison, quelle que soit la situation politique, quel que soit le parti politique. Il n'y a pas de manifestation de joie dans la rue en disant « enfin, on a réussi à faire sortir de leur maison quelques familles juives ». Non, pas du tout. Il n'y a pas non plus de haine. C'est simplement, dans ces moments-là, les Israéliens regardent ce qui se passe, sont habitués à suivre comme un feuilleton les développements, veulent savoir si ça va se passer dans l'ordre, dans le calme et s'il n'y aura pas de grosses catastrophes. C'est ce qui intéresse pour le moment les Israéliens, la gauche comme la droite. Les Israéliens peut-être, mais en tout cas l'opinion internationale se demande, est-ce que c'est un premier pas vers la paix ou bien on va encore vers un statu quo? Écoutez, vous avez entendu le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui n'est pas spécialement de gauche. Pourtant, il ne soutient pas, comme l'a dit Jonathan, avec la droite israélienne, le projet de régularisation des implantations. Il faut savoir qu'Avigdor Lieberman vit lui-même dans une implantation. Donc, il a un problème avec son Premier ministre. Il ne soutient pas le plan de régularisation. Il ne soutenait pas au début l'évacuation d'Amona, mais il a dit qu'il fallait respecter les décisions de justice. Finalement, on se retrouve dans un cas de figure
où tout le monde, qu'on soit à droite ou à gauche, et je ne parle pas des extrêmes gauche et des extrêmes droite, tout le monde dit qu'il faut respecter l'état de droit en Israël et c'est la première chose à faire avec une certaine empathie pour ces gens qu'on va sortir de leur maison et qui vont passer une première nuit dans un froid de canard, peut-être dehors sous une tente. Ce qu'il faut ajouter, c'est la déclaration aussi très intéressante de Naftali Bennett, le chef du foyer juif, qui a dit « Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre », une phrase empruntée peut-être au général de Gaulle. Mais il y a aussi une volonté de revenir reprendre cette localité d'Amona. L'État, on surveillera la réaction de l'État dans les heures qui viennent. En tout cas, on ne peut pas ne pas poser la question, est-ce que cette évacuation d'Amona, Maurice Yverian, vous pensez que ça a un rapport avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? J'étais sûr que vous alliez me poser la question, et où est Trump ce jour-là? Écoutez, c'est très intéressant parce que pour le moment, les Américains sont dans une position d'attente sur le conflit israélo-palestinien. On a entendu des rumeurs de transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Certains ont dit non, tant que le gouvernement israélien ne donne pas son feu vert, il n'est pas question de se lancer dans une telle aventure. Certains disent oui, on peut maintenant relancer la politique de construction dans les territoires maintenant que Donald Trump est au pouvoir. Vous avez vu que le gouvernement israélien vient d'autoriser 3000 autorisations de construction, ce qui n'est pas rien non plus. Donc c'est vrai que Donald Trump a libéré un peu la parole par rapport à ces implantations, mais la politique américaine n'a pas encore dit son dernier mot. Donald Trump doit recevoir le 15 février Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Et là, à mon avis, entre quatre murs, il va se dire des choses qui seront, à mon avis, très très intéressantes, mais malheureusement, je ne sais pas quoi. Jonathan. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le gouvernement de l'État d'Israël a pris en compte le calendrier américain et l'arrivée aussi, l'investiture de Donald Trump pour enclencher la procédure de désengagement d'Amona. C'est donc que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis a quelque peu bougé les lignes au sein du landerneau politique israélien. Et cette évacuation, c'est l'épilogue d'une longue saga judiciaire. Pour comprendre l'histoire d'Amona, il faut remonter à 1996. Depuis, deux narratifs, israéliens et palestiniens, s'affrontent. Rétrospective tout de suite avec Myrim Aman. En mai 1996, des jeunes de l'implantation d'Ofra décident de fonder un nouvel avant-poste. Ils s'installent sur les collines qui surplombent Ofra. 3 caravanes sont d'abord érigées avant de voir arriver une trentaine de familles. Les autorités israéliennes estiment que l'existence d'implantations dans cette région est un atout sécuritaire et stratégique. Mais très vite, il s'avère qu'Amona est installée sur des terres privées palestiniennes. Le combat juridique commence. Pendant 10 ans, les versions s'affrontent. Les propriétaires palestiniens réclament la restitution de leurs terres. Des habitants d'Amona déclarent que ces terres leur appartiennent, documents à l'appui. En 2006, la Cour suprême ordonne la destruction de 9 bâtiments construits illégalement dans l'implantation. Les forces de sécurité investissent Amona. Elles se retrouvent face à des centaines de personnes déterminées à résister. Les affrontements entre les forces israéliennes et les protestataires vont durer plusieurs heures. Finalement, les bâtiments seront détruits et les manifestants évacués. En mai 2014, une enquête de la police révèle que les actes de propriété présentés par les résidents d'Amona sont des faux. La Cour suprême rend alors une décision définitive. Amona doit être démantelée, ses habitants évacués. Les autorités israéliennes ont 2 ans pour mettre à exécution l'ordre de justice. La date butoir, 25 décembre 2016. En novembre 2016, moins d'1 mois avant l'échéance, une crise gouvernementale éclate. La droite réclame une loi qui rétroactivement légaliserait Amona et les autres avant-postes de la région. Une proposition rejetée par le procureur général de l'État et le parti centriste au gouvernement. Finalement, une loi qui n'inclut pas Amona est sur la table de la Knesset. Après de rudes négociations entre le gouvernement Netanyahou et les habitants d'Amona, un accord est trouvé pour une évacuation sans résistance ni violence. En échange, le délai pour le démantèlement de l'implantation est reporté jusqu'au 8 février 2017.
Et avant cette évacuation d'Amona, d'autres plans de désengagement ont été effectués auparavant, Jonathan. Oui Valérie, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à de telles scènes. Ce fut le cas en 1982 à Yamit, une localité juive située dans la péninsule du Sinaï, le cactus du Sinaï, on l'a surnommé à l'époque. Quelques 1500 familles juives vivaient là-bas. Elles étaient venues s'implanter après la guerre des 6 jours de juin 67 et la prise de la région égyptienne du Sinaï donc par les forces de Tsahal. Mais dans le cadre des accords signés en 1978 à Camp David avec l'Égypte, le Premier ministre de l'époque, Menachem Begin, avait ordonné la restitution de toute la zone du Sinaï, soit 60 000 km² de territoire. Alors ce qu'il faut savoir, Valérie, c'est que dans un premier temps, l'Égypte s'était mis d'accord avec l'État hébreu pour payer la somme de 80 millions de dollars, et ce pour obtenir les infrastructures et les maisons de la localité de Yamit. Mais le chef du gouvernement de l'État hébreu avait ordonné à la dernière minute la destruction de toutes les habitations par crainte de voir la population juive de Yamit revenir sur ces terres et s'en prendre aussi aux nouveaux résidents égyptiens. Lors des opérations d'évacuation, quelques heurts avaient éclaté entre les forces de sécurité et les membres du Gush Emunim, le mouvement de droite nationaliste de l'époque. Des opérations dirigées à la fois par le ministre de la Défense Moshe Dayan et par un certain Ariel Sharon. Et 23 ans plus tard, Jonathan Serrault, c'est donc le même Ariel Sharon, alors Premier ministre, qui décide l'évacuation de toutes les localités juives de la bande à Gaza et d'une partie de celle de Judée-Samarie. Et là, les choses se sont beaucoup moins bien passées. Pendant des semaines et des semaines, tout le pays s'est déchiré autour de ce plan de désengagement adopté le 6 juin 2004, car la décision prise par le Premier ministre israélien a été donc prise de manière unilatérale, sans en référer aux Palestiniens, sans en référer aussi au service de sécurité du pays, ni avec l'état-major de Tsahal. Certains disent que le chef du gouvernement a en quelque sorte voulu faire plaisir à l'ex-président américain George W. Bush pour ses bonnes relations avec l'État d'Israël. Mais personne ne sait ce qui a bien pu se passer dans la tête d'Ariel Sharon lors de cette conférence organisée à Herzliya en 2003. Ainsi, après avoir obtenu l'accord du Parlement au mois de février 2005, c'est donc au mois d'août 2005 toujours que les soldats de Tsahal ont entamé l'évacuation de 21 localités juives de la bande de Gaza. On les voit d'ailleurs sur ces 21 localités, comme à Yamit. D'ailleurs, toutes les installations, habitations, synagogues même, ont été tous détruits. 8600 personnes ont été délogées de leur maison pour être relocalisées dans des lieux de résidence provisoires, notamment à Ashdod. Jusqu'à aujourd'hui, les dédommagements financiers et matériels aussi promis par l'État ne sont toujours pas arrivés à toutes ces familles. Le plan pensé et réalisé par Ariel Sharon concerne aussi 4 localités de Judée-Samarie. Dont Homesh. Oui, le démantèlement de Homesh au mois d'août 2005 est en quelque sorte le copier-coller de ce qui se passe actuellement à Amona. Des violents affrontements avaient opposé déjà les habitants de Homesh aux forces de Tsahal. Plusieurs blessés avaient été constatés. Je dirais qu'il est même impossible de comprendre ce qui se joue actuellement à Amona sans en référer à ce démantèlement de Homesh, car Homesh se situe dans la zone C, la partie de Judée-Samarie contrôlée, sous contrôle de l'État hébreu. Il faut savoir qu'en 2007, après le démantèlement, le juge David Gadol du tribunal de justice de Kfar Saba avait autorisé aussi les citoyens israéliens à venir s'installer à Homesh. Mais en 2011, le chef d'une localité palestinienne voisine, aidé et soutenu par l'association d'extrême gauche Yesh Din, la même qui soutient actuellement le désengagement actuel d'Amona, a fait appel de cette décision. Et en 2013, l'État l'a annulé et a de nouveau interdit les habitants juifs de la région à venir donc s'installer à Homesh. D'ailleurs, Samuel Calvo, ces implantations israéliennes qui suscitent beaucoup de controverses depuis 50 ans. Oui, alors en fait, la politique d'implantation a débuté juste quelques mois après la guerre des 6 jours, en 1967. La première s'est installée au sud de Jérusalem avant que le mouvement ne se développe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza dans les années 70. En 1977, sous l'impulsion du Likoud, la droite israélienne, les implantations vont continuer de se développer. Mais en 1993, les accords d'Oslo établissent une délimitée
délimitation nette entre les territoires israéliens et palestiniens. Malgré tout, leur développement a continué jusqu'à aujourd'hui. En Cisjordanie, il y aurait aux alentours des 380 000 habitants dans ces implantations. Une partie est également installée à Jérusalem-Est, environ 200 000 et un très faible nombre se trouve également dans le Golan, un peu plus de 20 000. Il y aurait donc aux alentours des 600 000 habitants répartis dans 130 implantations. Il faut également savoir qu'il y aurait à peu près 3 200 000 habitants en Cisjordanie. Les implantations ne représentent donc que 18% de cette population. Une réaction à Maurice Fergan sur ces chiffres? Je veux dire que ces 200 000 résidents à Jérusalem-Est et les 20 000 sur le Golan, du point de vue israélien, sont considérés pas comme des habitants d'implantation, mais comme des Israéliens, puisqu'ils habitent dans des territoires qui ont été annexés. Deuxième chose, ça fait qu'il reste à peu près 380 000 juifs habitants dans les territoires de Cisjordanie. C'est loin de la promesse qu'avait lancée Ariel Sharon dans les années 2000 d'installer plus d'1 million de juifs dans les territoires et d'y changer la balance démographique. Oui, et ces habitants, c'est qui exactement? Alors il y a beaucoup de jeunes familles qui sont attirées par le confort et la qualité de vie dans ces implantations, du fait notamment des avantages financiers et fiscaux qui permettent de faciliter leur installation. Il y a également des ultranationalistes et également des personnes très religieuses qui s'installent par idéologie, celle du Grand Israël qui devrait s'étendre selon eux de la Méditerranée au Jourdain. Les habitants de ces implantations sont représentés par le parti politique du foyer juif qui compte 8 sièges sur 120 à la Knesset, le Parlement israélien. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec moi aujourd'hui. Restez avec nous, vous regardez I24 News. Nous serons en édition spéciale tout au long de la journée. Nous allons suivre à la loupe cette évacuation d'Amona. Ce soir, 19h Paris-Jaf avec Paul Amar, 20h le journal de Jean-Charles Vanoun. Quant à nous, on vous retrouve demain pour un nouveau direct. Restez là.